Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu Hebdo de ce 9 novembre 2025. Au menu aujourd'hui, le premier salon monétique national tenu cette semaine à Bamako et qui était consacré aux moyens électroniques de paiement et d'échange. Il s'agissait de réfléchir sur les moyens de sécuriser ces opérations électroniques. Plus de détails tout à l'heure avec notre invité Papa Ezaï Keita, président du comité monétique national. Bonjour Monsieur Keita et bienvenue. Bonjour M. Koné, merci à vous. La deuxième partie de l'émission portera sur la politique nationale de formation professionnelle. Le document qui couvre la période 2026-2030 a été élaboré au cours d'une rencontre qui a regroupé le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et ses partenaires. Nous recevons Yacouba Garba Maïga, directeur national de la formation professionnelle. Bonjour M. Maïga et bienvenue. Bonjour. Alors, le premier salon monétique national s'est tenu cette semaine à Bamako. Il était consacré aux moyens électroniques de paiement et d'échange, un ensemble de techniques et de technologies utilisées par les banques et d'autres établissements financiers. Le thème de cette édition était sécurisation des paiements électroniques, enjeux et défis dans l'UEMOA. Suivons d'abord le reportage de Alousseni Touré. On se retrouve juste après. Ce premier salon consacré à la monétique au Mali est l'occasion pour les professionnels du secteur d'échanger sur les préoccupations mais aussi les opportunités que recèle le domaine de la monétique qui est un moyen de paiement et d'échange électronique utilisé dans le monde entier. Sans être parmi les pays les plus distingués, le Mali n'en demeure pas moins un utilisateur assidu de ces moyens de paiement électronique. Cependant, les défis à relever sont énormes, d'où la nécessité de l'organisation de ce salon qui réunit les banques et établissements financiers, les prestataires de services monétiques, les commerçants et bien sûr les clients porteurs de cartes électroniques. La monétique n'est plus un simple outil technique. Elle est aujourd'hui un levier stratégique pour l'inclusion financière, la transparence des transactions, la compétitivité de notre économie. Aujourd'hui, grâce aux réformes engagées par la BCEAO et au soutien du GIM UEMOA, l'espace UEMOA est sur le point de réussir l'un des défis majeurs de la finance numérique, l'interopérabilité des systèmes de paiement. L'interopérabilité, ce n'est pas seulement une question technique, c'est un enjeu économique, social et stratégique. Elle permettra aux citoyens d'utiliser leur carte ou leur téléphone mobile sur n'importe quel terminal ou guichet automatique. Aux banques, aux fintech et aux opérateurs de dialoguer aussi sur une même structure. Et à nos économies d'aller plus vite, plus loin et ensemble. La monétique reste une opportunité pour nos économies et la sécurité des moyens de paiement sont corollaires. La digitalisation des services financiers dans l'UEMOA progresse à un rythme remarquable. Les cartes bancaires, les applications mobiles, les paiements en ligne, l'interopérabilité ouvrent des opportunités inédites pour l'inclusion financière et le développement économique de notre région. Mais cette avancée s'accompagne d'un défi majeur, garantir la sécurité des transactions, protéger les données et maintenir la confiance des usagers. Sans sécurité, il n'y a pas de confiance et sans confiance, il n'y a pas d'adoption durable. La lutte contre la cybercriminalité, la fraude et le blanchiment imposent des efforts constants. Investir dans des infrastructures technologiques dans nos institutions, renforcer la réglementation et l'interopérabilité entre acteurs et surtout développer une culture de sécurité numérique auprès des utilisateurs. Ces défis ne peuvent être relevés que par une action collective et concertée entre banques, fintech, opérateurs de téléphonie, États et autorités de régulation. Ce premier salon monétique va faciliter l'avènement d'un environnement digital sécurisé permettant à notre pays de favoriser une amélioration significative du climat des affaires. Le gouvernement malien ambitionne de faire de notre pays un acteur majeur de l'écosystème monétique régional. La transformation numérique du secteur financier n'est plus une option. Elle constitue aujourd'hui une nécessité économique, sociale. Dans un contexte international marqué par l'évolution rapide des technologies en matière de paiement, le Mali se doit de consolider son positionnement en favorisant la digitalisation des services financiers, la sécurisation et la transparence des transactions, l'inclusion financière durable et l'efficacité des systèmes de paiement. La monétique représente sans aucun doute
un levier important de soutien à la croissance économique, à l'innovation financière et à l'accès équitable des populations aux services financiers. Au demeurant, notre ambition commune est claire, faire du Mali un acteur solide de l'écosystème monétique régional, performant, sécurisé et adapté aux besoins de nos populations et de nos entreprises. Plusieurs stands représentant différents acteurs exposent leur savoir-faire et montrent aux visiteurs les opportunités offertes au secteur de la monétique au Mali et dans la sous-région. Voilà, Monsieur Keita, tout d'abord, c'est quoi un paiement électronique? Alors, un paiement électronique, c'est le fait d'utiliser, de payer, d'acheter sans utiliser de cash, en termes beaucoup plus simples. C'est cela un paiement électronique. Et ça peut se faire avec un téléphone ou avec un ordinateur, c'est ça? Oui, on peut le faire soit avec un ordinateur sur Internet ou aussi avec un téléphone. Si vous utilisez des systèmes comme le mobile payment avec Orange Money ou Move Money. Et une carte bancaire obligatoire. Il faut avoir déjà une carte bancaire pour toute opération électronique. Alors, la carte bancaire n'est pas obligatoire pour faire une opération électronique. La preuve, on peut acheter sur le marché avec Orange Money, on peut faire des achats avec Move Money, on n'est pas obligé d'utiliser la carte physique. Mais pour passer par une banque, forcément il faut une carte bancaire. Pour passer par une banque, il faut obligatoirement avoir un compte bancaire pour que votre carte fonctionne. Et ces cartes sont rattachées à des comptes bancaires au niveau des banques. Et il y a des applications qui sont développées pour cela, pas seulement au Mali, mais de façon sur le plan international, parce que les échanges électroniques, c'est à travers le monde. Oui, en général, vous trouverez des applications qui sont là pour faciliter et permettre ces échanges de flux, tels que vous avez PayPal qui existe. Vous avez aussi le Gimpay qui est propre au Gym UMOA, qui est mise en place aussi. Et c'est des applications qui sont utilisables partout dans le monde. C'est des applications qui seront utilisables dans tout le monde. Et lors de votre salon, vous avez beaucoup insisté sur la sécurisation des paiements électroniques. Est-ce que ça veut dire que actuellement, c'est pas bien sécurisé? Alors, lorsque nous parlons de paiement électronique, nous parlons de l'utilisation de paiements sur Internet sans carte. C'est-à-dire que nous utilisons de la technologie pour faire les paiements. Et vous savez que les œuvres humaines ne sont jamais parfaites. Il y a toujours des petites lacunes qu'il faut corriger et qu'il faut suivre de près. Et c'est pour cela, lorsqu'on parle de paiement électronique, la première des choses qu'on doit mettre en place, c'est la sécurisation. Et la sécurisation, elle est l'outil inévitable pour qu'un paiement soit sécurisé, soit tranquille et qu'elle aboutisse d'un bout à l'autre. Vous parlez de sécurisation parce qu'on sait que généralement, on a déjà un code. Il y a déjà un code ou un mot de passe et c'est déjà suffisant pour être sécurisé? Oui, on a un code, on a le mot de passe pour les paiements avec carte. Et on a aussi pour les paiements sur Internet sans carte, qu'on appelle les codes CVV, qui existent. On a des paiements où la sécurité est à double authentification, qui existent aussi. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, il y a toujours la main humaine qui est là. Et nous avons toujours des gens qui veulent faire du mal, malveillants, qui cherchent toujours à profiter de la petite faille. C'est pour cela qu'il faut obligatoirement qu'on mette un système de sécurité très avancé. Parce que vous mettez en place des systèmes de sécurité et eux, ils essayent de contourner votre système de sécurité. Exactement, c'est ce qui se passe. Donc, chacun doit rester éveillé en permanence et essayer d'être toujours au niveau de la technologie. Maintenant, quand on fait ces opérations de paiement ou de transfert électronique, est-ce qu'il y a un plafond? Est-ce qu'il y a un plafond aujourd'hui qui fait qu'on ne peut pas dépasser tel montant lors d'une opération de transfert ou de paiement? Alors, nous avons des plafonds, effectivement, au niveau des différentes opérations que nous effectuons, que ce soit des opérations avec des cartes prépaid ou que ce soit des opérations avec des cartes de débit. Les cartes de débit, leurs plafonds sont gérés par les différentes banques, mais les cartes
les prépaid, les cartes prépayées. Nous avons la BCEAO qui a fixé des normes qu'on ne peut pas dépasser, et ces normes, toutes les banques sont obligées de les respecter pour les différents modes de paiement. Et ça, c'est au niveau national ou au niveau de l'UEMOA? C'est au niveau de l'UEMOA. Mais est-ce que si vous allez en dehors de l'UEMOA, c'est le même plafond ou on peut aller au-delà? Alors, en dehors de l'UEMOA, ce n'est jamais le même plafond. Chaque banque a une liberté de fixer les plafonds pour ces différents paiements. Et cela, c'est pour éviter l'abus. C'est pour éviter, par exemple, les blanchiments d'argent, les transferts illicites. Donc il y a une surveillance accrue qui est au-dessus de ces cartes-là et de ces paiements. Parce que quand vous parlez de blanchiment d'argent, ça veut dire qu'on peut jouer sur le montant, le truc en n'ayant pas forcément une transparence dans l'utilisation, c'est ça? Exactement. Ouais. Lorsque les banques n'ont pas l'œil sur les transactions, et l'utilisation de la carte peut être abusive. Le détenteur de la carte peut faire le mouvement des fonds qui ne sont pas forcément qui ne respectent pas les normes, on dirait. Et exactement. Et si le client veut sortir des normes fixées par la banque, il doit apporter des preuves qui justifient le besoin soit d'ouvrir son plafond ou de le garder. Et vous pensez que la finance électronique permet, ou numérique permet aussi de lutter contre le blanchiment d'argent de façon générale? Oui, la finance électronique a beaucoup d'avantages, surtout de surveillance. Et on sait d'où vient l'argent. On sait où l'argent va et on sait comment ça va, et on connaît le montant qui est transféré et à qui c'est transféré et quand est-ce qu'on l'a touché. Donc la finance électronique nous permet de surveiller l'activité financière de la personne sur le plan mondial. Mais quelqu'un qui a de l'argent, disons acquis de façon illégale, peut quand même faire des opérations avec. Alors, puisque on vous parle de limitation de plafond. Oui, bien sûr. Donc, puisque les plafonds sont limités, nous savons toujours que la personne ne pourra pas dépasser, par exemple, les 2 millions de transactions qui sont permises sur sa carte par semaine, par exemple. Et si ces 2 millions sont acquis de façon illégale, ça peut aller. Ça, ça ne rentre pas dans le cadre du blanchiment en ce moment. Non, ça ne rentre pas dans le cadre du blanchiment. Le blanchiment, quand c'est un montant... Quand c'est des montants assez considérables. Et vous avez parlé aussi lors de votre de rencontre d'interopérabilité. Interopérabilité, pour nous profanes, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'interopérabilité, c'est de permettre à différentes structures financières de pouvoir faire des échanges de flux. Vous avez par exemple quelqu'un qui a un Orange Money, qui aura la possibilité de faire des transactions, de transférer de l'argent, par exemple, à quelqu'un qui est sur Sama Money, et vice-versa. Et cette opérabilité est en train a été mise en place par la BCEAO qu'on appelle le PI. Ça veut dire que c'est un système entre les différentes structures de transfert d'argent. Exactement. Seulement de transfert d'argent. Mais pas de paiement, non? Si, on peut faire le paiement aussi. Le paiement aussi, bien sûr. Entre les différentes... Bien sûr. Le ministre aussi, le ministre des Finances a parlé aussi de la transformation numérique du secteur financier. Il disait que c'est une nécessité aujourd'hui. Pourquoi c'est une nécessité? Oui, c'est vraiment une nécessité aujourd'hui. Si vous ne voulez pas rester derrière... Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en passer. Oui, c'est l'évolution qui le demande. Par exemple, vous avez aujourd'hui des sites d'achat qui n'acceptent que le numérique. Tu ne peux pas acheter là-bas avec du cash. Tu es obligé de passer par le numérique. Et je ne sais pas exactement le montant, mais vous savez qu'en Europe aujourd'hui, par exemple, il y a un montant de cash que tu ne peux pas dépasser. Au-delà de ce montant, tu es obligé de rentrer dans le numérique. Alors si le numérique marche et que toi tu restes derrière, ça peut énormément jouer sur votre économie. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé de passer par là. Tout le monde est obligé de passer par là. Alors, et ceux qui sont dans les localités reculées, dans les campagnes, on dira?
Et aujourd'hui, ils sont aussi devenus numériques. Ouais. Mon vieux papa qui est au champ, il utilise Orange Money. Il n'utilise pas les banques, mais Orange Money. Il utilise Orange Money, il utilise Move Money, il fait ses transactions. Et c'est des outils qui dans l'avenir, sont en train d'être utilisés pour faire des paiements sur le net ou pour faire des achats. Monsieur Maïga, qu'est-ce que vous pensez de ces opérations de paiement ou de transfert électronique? Merci, M. Koné. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer les téléspectateurs, également de remercier mon ministre qui m'a quand même autorisé à être sur votre plateau. Je pense que, comme l'a dit M. Keita et même M. le ministre, ce n'est plus une option, mais c'est une nécessité absolue. Donc, je pense qu'il faut aller vers ça. Et je crois que les plus hautes autorités, à partir de Sikasso, avec quand même le président de la transition, avait parlé de ça. La digitalisation, ce n'est plus une option, mais une nécessité absolue. Il faut aller vers cela. Et dans le domaine de la formation professionnelle, c'est aussi important. Quand vous faites des formations, il y a des modules aussi concernant ces transactions numériques. Bien sûr. Il y a des modules concernant les transactions numériques, mais pas monétiques. Oui, d'accord. Donc, nous avons développé toutes sortes de systèmes dans les filières de formation et que nous sommes en train de numériser présentement. Et même cette année, la thématique qui a été retenue pour la rentrée solennelle de la formation professionnelle, c'est la digitalisation de la formation professionnelle, apport, enjeux et défis. Donc, pour vous dire que nous ne sommes pas restés en train. Et vous-même, vous faites des opérations avec le téléphone, le transfert de paiement? Personnellement, oui. L'électricité, l'eau, par exemple, bien sûr. Et tout ce qui est télé, tout ça. Je ne vais pas faire de publicité. Bien sûr, pour un opérateur. Alors, M. Keita, on a parlé un peu de transparence avec les opérations numériques, électroniques. Mais est-ce que actuellement, dans les transactions classiques, entre banques, c'est aussi numérique, ou est-ce qu'il y a moins de transparence dans ça? Ah si, les transactions classiques entre les banques, c'est assez transparent. On peut retracer toutes les opérations qui sont passées, que ce soit avec les cartes, ou que ce soit avec les chèques, ou que ce soit en cash. La traçabilité est toujours là. Oui, mais quand vous parlez de transparence dans le domaine du numérique, ça veut dire que quelque part, il y a moins de transparence? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Ouais. Mais on veut faire ressortir quand même cette transparence qu'il y a dans le digital. Alors, dans le domaine du transfert ou de l'utilisation du numérique, il y a les guichets automatiques. Ça devrait normalement faciliter le travail aux utilisateurs, mais on constate, ou en tout cas moi, c'est mon avis, j'ai constaté qu'à Bamako, par exemple, il y a les guichets électroniques, certaines banques qui ferment des guichets automatiques plutôt que de les multiplier. Alors, c'est des stratégies que des banques adoptent, qui veulent soit diminuer l'utilisation du cash, qui veulent amener les gens à utiliser beaucoup plus les solutions digitales que d'aller avec leurs cartes sur les distributeurs. Et sachez que les distributeurs quand même coûtent assez cher. Et l'entretien des distributeurs est assez cher. Donc, on peut substituer ces distributeurs-là à l'utilisation des moyens digitaux de paiement. Beaucoup de banques sont en train d'aller vers cela. Mais vous ne pensez pas que c'est quand même contraignant pour le client qui est habitué à utiliser sa carte au niveau d'un distributeur, qui est amené à parcourir des longues distances pour trouver un distributeur? Oui, justement, c'est de là on parle de l'interopérabilité. C'est là on parle de l'utilisation d'outils d'une autre banque dans notre système. Ça, c'est juste pour diminuer les coûts d'exploitation de notre monétique. Et aussi, c'est pas parce que certaines banques ont diminué le nombre de GAB qu'ils ont sur place que le nombre de GAB utilisables
à Bamako a diminué. Non, selon les statistiques que le GIM UEMOA détient, ce matin encore, on me disait que l'utilisation des nombres de GAB a augmenté à Bamako. Ah oui? Oui. Pour certaines banques, mais pas pour toutes les banques. Pas pour toutes les banques. Pour certaines banques, l'utilisation en grand a augmenté. A augmenté. Maintenant, vous voulez pousser les clients à se passer un peu aussi des cartes pour aller sur les moyens électroniques comme le téléphone et autres, mais il faut peut-être une campagne de sensibilisation pour ça. Exactement. Ouais. Les banques le font. Je nommerai pas les banques sur place, mais je connais des banques aujourd'hui qui, lorsque vous ouvrez un compte, tout de suite vous donnent les moyens digitaux pour pouvoir utiliser et faire des paiements avec vos cartes. Sans vos cartes, pardon. Oui. Alors, il y a un problème au niveau qui se pose souvent au niveau des banques au Mali. C'est que pour faire une opération, une petite opération, vous êtes obligé d'aller à la banque, de rester là-bas pendant des heures pour une petite opération. Comment sortir de ça? Alors, premier conseil que je donnerais à tous les clients, la première des choses qu'il faut faire, il faut avoir une carte pour utiliser un distributeur. Il ne faut pas que vous vous déplacez dans votre agence physiquement pour pouvoir faire des opérations. Si vous avez votre carte, vous pouvez l'utiliser sur un distributeur qui n'est pas obligatoirement le distributeur de votre banque, qui peut être le distributeur d'une autre agence. C'est de là qu'on parle de l'interopérabilité. L'interopérabilité avec des frais. Oui, avec des frais qui sont fixés par la BCAO. Je pense que c'est 500 francs par opération que vous prenez. Quel que soit le montant, ce sera toujours 500 francs. Et ces 500 francs ne sont pas là pour autre chose, c'est pour être répartis entre les différents moyens de systèmes électroniques qui sont mis en place pour les entretiens. Alors, mais il y a des opérations qui ne sont pas possibles avec les cartes, parce qu'il y a des opérations pour lesquelles on est obligé d'aller à une agence. Si on veut par exemple renouveler sa carte, on est obligé d'aller à la banque et on y va. Des fois on reste là-bas toute la journée ou pendant des heures en tout cas. Ok, cela peut être dû à une organisation interne de la banque qui peut avoir des failles, qui n'est pas obligatoirement voulu. Ça peut être dû à un problème de réseau, ça peut être dû à un problème informatique, comme ça peut être dû à un problème d'engorgement. Il y a tellement de personnes qui se présentent à la banque que vous êtes souvent obligé, surtout en fin de mois, vous êtes obligé d'attendre, de patienter 1, 2 ou 3 heures, même souvent. C'est désagréable, c'est vrai, mais c'est comme ça arrive souvent. Et c'est pas obligatoirement que c'est la banque qui est en défaillance, mais c'est juste la structure de l'état actuel. Vous le savez aussi, on a des problèmes d'électricité aujourd'hui qui existent, et beaucoup de banques sont obligées d'utiliser les groupes électrogènes pour faire fonctionner. Et quand ces groupes électrogènes aussi tombent en panne de carburant, ça devient assez désagréable pour le client, et c'est pas du tout ce que les banquiers veulent pour leurs clients. Mais est-ce que les banques n'essaient pas aussi de réduire leur personnel en fonction de l'évolution peut-être technologique, de réduire le personnel au niveau surtout des guichets? Je prends quand un opérateur économique vient par exemple pour déposer de l'argent et qu'il soit là pendant des heures pour déposer de l'argent. Ça aussi c'est pas très agréable. C'est très désagréable. C'est très désagréable, mais je le répète encore, Monsieur Koné, sachez que c'est pas du tout de gaieté de cœur que ça arrive pour un banquier de voir son client souffrir pour venir déposer son argent et souffrir pour venir faire des retraits. C'est pas du tout ce que nous voulons, mais nous avons quand même des raisons que nous ne pouvons pas gérer, qui poussent à cela. Et c'était là le premier salon monétique national. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous avez eu comme enseignement à l'issue de ce salon? Alors, ce premier salon monétique national a eu à apporter, à nous faire voir ce dont le client peut avoir besoin. Comme je vous l'ai dit pendant le salon, la première chose que nous voulions de ce salon était de rapprocher les différentes banques, que les différentes banques
ne se voient pas obligatoirement en concurrent, mais qui se voient en partenaire. Partenaire, pourquoi? Vous allez remarquer que nous avons les mêmes clients. C'est le même client qui a ses comptes, c'est le même entrepreneur qui a ses comptes dans ces différentes banques. Alors, si ces différentes banques réagissent positivement comme il faut entre eux, ce n'est que dans l'intérêt du client. Et la deuxième raison pour ce salon, c'est de permettre aux fintech, la technologie financière, de s'approcher des banques et de présenter leurs produits. Et franchement, cela a été une réussite. Nous avions sur place 5 fintech qui ont eu à présenter leurs fintech national, qui ont eu à présenter leurs produits aux différentes banques. Et nous avions 13 banques qui étaient sur place, qui ont aussi réussi à collaborer entre eux, à faire des partages entre eux et des partages avec les fintech. Donc ce qui permettra dans les mois à venir qu'on voit un changement comportemental et qui est un partenariat entre les banques et les fintech. Et généralement, il y a ce genre de rencontre se passe et après, voilà, tout le monde va son chemin. Pas de suivi, pas de collaboration en tout cas derrière. Exactement. Et on y a pensé. Justement, c'est lors de notre dîner de gala hier, il y a eu un produit qui est le comité monétique national a mis en place. C'est un Web TV. C'est Web TV qui permettra aux différentes agences, aux différentes banques de pouvoir présenter leurs produits à la population et aux clients, et aussi aux différents fintech de pouvoir présenter leurs connaissances sur la place malienne et permettre au comité monétique national de déclencher une campagne de sensibilisation, d'éducation et d'enseignement de la population sur le numérique et la monétique. Donc c'est un Web TV qui va répondre, qui va recenser tous les problèmes qui ont été soulevés lors de ce salon et pouvoir trouver une solution à ces différences. Donc ça veut dire que vous allez beaucoup plus communiquer à travers... Nous allons commencer à communiquer à travers ce Web TV qui va être mis en place pour vraiment toucher la clientèle. Parce que les banques communiquent moins. On constate quand même que les banques communiquent moins, en tout cas au Mali. Oui, les banques communiquent moins au Mali. Pour au moins faire connaître les produits et tout ça, c'est... Nous voulons les aider dans ce sens-là, les aider à communiquer plus. Et vous allez remarquer que ce Web TV, lorsqu'il sera mis en place, on va essayer d'atteindre la population non scolarisés, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. On va beaucoup plus parler en bambara, beaucoup plus expliquer la monétique, les cartes en bambara et faire comprendre comment on peut faire des paiements sur le net en bambara, quels sont les dangers et comment éviter les dangers. Ça va être un Web TV d'enseignement, comme je vous l'ai dit, et d'éducation de la population. Et vous allez aussi au même moment collaborer beaucoup plus avec les opérateurs de téléphonie. Exactement. Ouais. Exactement. Nous allons beaucoup plus collaborer, par exemple, avec Orange Finance Mobile, qui sera là au FM. Et Move Africa, pour ne pas faire de publicité. Oui, on ne fait pas de publicité, on va dire tous les noms. Move Africa, les Sama Money, tout ce qu'il y a comme fintech sur la place, nous allons travailler avec eux. Nous allons travailler avec toutes les banques pour cela. Et après, bon, le comité monétique national, son rôle c'est quoi? C'est coordonner les différentes actions au niveau des banques. Alors, le comité monétique national est une institution du GIM-UEMOA. D'accord. Nous dépendons du GIM-UEMOA et nous sommes un organe consultatif du GIM-UEMOA. Nous devons rassembler tout ce qu'il y a comme problème monétique et digital sur la place et les faire remonter au GIM-UEMOA pour les étudier et trouver des solutions. Ce comité monétique rencontre le GIM-UEMOA 2 fois dans l'année. Chaque semestre, nous avons une rencontre qu'on appelle le comité des experts. Lors du comité des experts, tous les problèmes des différentes places de l'UEMOA sont exposés et sont pris en charge, sont étudiés et les solutions sont prises. Mais on connaît l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mais quand vous dites GIM-UEMOA, c'est un autre département c'est quoi? C'est juste un groupement qui s'occupe de tout ce qui est monétique.
D'accord. Donc, c'est le groupement interbancaire monétique qui s'occupe de toutes les transactions entre les différentes banques. C'est le régime UEMOA qui vous permet d'utiliser votre carte malienne en Côte d'Ivoire, d'utiliser votre carte BDM, je dis les noms, hein, c'est les différentes banques que nous avons sur la place. Votre carte BDM sur un distributeur EcoBank, ou d'utiliser votre carte BSIM pour aller faire payer votre facture dans un restaurant avec un TPE, BOA. Donc c'est vraiment le GMUEMOA qui fait ce travail-là. Donc on ne peut pas parler de monétique interbancaire sans parler du GMUEMOA. Donc à ce niveau, le GMUEMOA a demandé à ce que l'APBF, qui est l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers du Mali, de prendre sous son aile ce comité monétique national. Donc ce comité monétique national au Mali est lié à l'APBF et ils ont fait la même chose dans tous les pays de l'UEMOA. Le comité monétique est lié à l'APBF. Et vous avez une structure, une grande structure, le comité monétique? Non, c'est juste 2-3 personnes? Alors le comité monétique, il a un petit bureau du président, formé par le président, du vice-président et d'un trésorier. Donc ce sont ces 3 personnes qui dirigent le comité monétique. Mais toutes les banques ont des représentants monétiques. Ils sont au nombre de 2. Chacune des banques doit donner 2 personnes qui sont représentants au niveau du comité monétique national. Donc c'est points focaux. Voilà, ces personnes se rencontrent chaque mois, au moins une fois, pour débattre des problèmes monétiques de la place. Alors, après ce premier salon, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous envisagez chaque année de tenir un salon ou bien tous les 2 ans? Comment vous allez vous organiser? Selon l'organisation du GMUEMOA, ce salon se tiendra chaque 2 ans dans tous les pays. Ça a commencé d'abord par le Burkina, ensuite c'était autour du Niger, et maintenant ça a été après autour de la Côte d'Ivoire, et tout récemment c'était autour du Mali. Donc chacun des pays va organiser son salon chaque 2 ans. Maintenant, pendant le salon, on a vu qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin qui a été exprimé par les clients sur place. Et beaucoup de clients étaient contents d'assister à ce salon. Et ils nous ont mis à défi de faire des rencontres comme ça chaque année pour qu'ils puissent eux aussi partager leurs problèmes avec le comité monétique national. Parce que les clients, c'est les gros clients, quoi, que vous avez invités. Exactement, exactement. Et on a eu beaucoup de visiteurs. Les écoles étaient là, les universités étaient là. On a rencontré 2 grandes écoles qui ont envoyé une bonne quinzaine de personnes qui sont venues visiter ce salon et qui ont été très intéressés et qui ont posé des questions très intéressantes et qui nous permettront demain de pouvoir préparer un autre salon qui ne sera pas au nom du GIM, mais qui sera vraiment national pour répondre aux besoins uniquement des Maliens. Parce que vous pouvez faire ça aussi. On a le droit de le faire, bien sûr. Ok, merci beaucoup, Monsieur Keïta. Merci encore, Monsieur. Passons à notre deuxième sujet. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et ses partenaires étaient réunis cette semaine pour élaborer un document de la politique nationale de la formation professionnelle. Un document qui devra définir les systèmes de formation pouvant faciliter l'insertion socio-professionnelle. Le document couvre la période 2026-2030. On en parle tout à l'heure avec notre invité. Mais d'abord, ce reportage de Fademba Keïta. Dans le cadre de la vulgarisation de sa mission, l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP signe avec celui qui a le plus grand nombre d'encadreurs et d'encadrés, le ministère de l'Éducation nationale. En signant une convention de partenariat avec lui, il estime que la protection des données personnelles commence par l'éducation. Ce qui signifie que c'est dès le plus jeune âge qu'on doit inculquer aux élèves l'importance de la préservation de la vie personnelle, le respect de soi et des autres. Voilà, un problème d'aiguillage. Nous allons certainement avoir l'occasion d'avoir ce reportage. Mais d'abord, Monsieur Maïga, la première politique nationale de formation professionnelle au Mali a été élaborée en 2009. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette politique qui était en cours est complètement dépassée? Merci, Monsieur Koné. C'est vrai que la politique
national de formation professionnelle a été élaboré en 2009. Mais quand même, quand on regarde le contexte socio-économique du Mali, on sait que de 2009 à aujourd'hui, il y a eu plusieurs mutations, beaucoup de mutations. Entre autres, le défi démographique. En 2009, la population du Mali était à près de 15 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à plus de 22 millions. Quand on regarde au niveau des régions, par exemple, il y avait 8 régions et un district. Aujourd'hui, on est à 19 régions et un district. Ça, c'est entre autres. Maintenant, du point de vue institutionnel et réglementaire, on a vu aussi les recommandations des assises nationales de la refondation, les ANR. Et qu'est-ce que l'une des recommandations dit? C'est la vision Malikura Nyata Sira Kabeni Samba Flani Biworoni Sabama, portée par le président de la transition, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Et cette vision est déclinée en sur 4 décennies. Et il y a eu la première décennie, c'est la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Et à ce niveau, il y a des réformes importantes qui sont en train d'être faites. Et quand on regarde l'engagement personnel de traduire ces réformes en actes de Madame le ministre Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national et de la formation professionnelle, elle a pris beaucoup d'actions, entre autres l'élaboration par exemple de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat avec son plan d'action 2025-2029, l'élaboration de la nouvelle politique nationale de l'emploi, certainement à partir de 2026, l'élaboration également de la politique nationale de la formation professionnelle, qui est le sujet d'aujourd'hui, avec son plan d'action 2026-2030. Vous pensez que c'est toujours bien de faire des plans d'action comme ça sur 5 ans ou sur 10 ans? Quelle est la fréquence pour l'élaboration d'une politique nationale pour l'emploi, par exemple? Bon, c'est une question d'école. Sinon, nous, au niveau de notre politique, on s'est aligné sur la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, qui est de 10 ans. Ça. Donc, le plan d'action va être fait sur 5 ans. Et après 5 ans de mise en œuvre, le plan d'action sera élaboré et certainement un autre plan d'action sera fait. Donc, il n'y a pas de durée définie pour l'élaboration d'une politique, mais plutôt c'est l'évaluation qui pourra montrer la nécessité d'aller vers une nouvelle politique ou pas. Et quel est le principal avantage d'avoir une politique nationale de formation professionnelle? D'abord, ça permet, le principal avantage c'est un document de référence. Et tous les partenaires doivent vraiment s'aligner sur les priorités en fonction du document qui a été proposé. Et ça va nous permettre, nous aussi, à un moment bien donné, dans le cadre du programme d'action gouvernementale, les activités que nous avons annoncées, de voir si elles sont conformes avec le plan d'action ou pas, si tel est le cas. Et c'est ce qui permet de nous juger à la fin des activités qui ont été retenues, par exemple. Et vous parlez aussi du système inclusif, performant et innovant en matière de formation professionnelle. Cela se traduit exactement par quoi? Oui, cela se traduit, c'est un des axes en fait, par le renforcement de capacités des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec un handicap, les migrants de retour, les personnes déplacées internes. Donc, et leur insertion socio-professionnelle. Ça se traduit par cela. Et dans le domaine de la formation professionnelle, vous privilégiez quelle cible, quelle catégorie de citoyens? Est-ce que ce sont des jeunes avec un diplôme comme le DF ou est-ce que c'est avec le bac? Quelle est votre stratégie dans ce domaine-là? Comme on a dit, c'est un système inclusif et performant qui prend en compte
Toutes les catégories. Toutes les catégories. Ouais. Donc, il y a des formations de courte durée pour ceux qui n'ont jamais été à l'école. D'accord. Il y a des formations aussi qualifiantes pour le niveau DEF. Et également, on remarque que même s'il y a des appels à candidature pour avoir, par exemple, le certificat de qualification professionnelle dans certains métiers, ce sont les bacheliers, ceux qui ont aussi le master et ceux qui ont la licence qui postulent pour pouvoir faire ces formations. Donc, c'est vraiment tous les groupes cibles, en fait. Okay. On va continuer le débat tout à l'heure, mais on va suivre ce reportage de Fademba qui étant sur la rencontre qui a eu lieu donc, autour du document de politique nationale de formation professionnelle, un document qui couvre donc, je disais, la période 2026-2030, et on retourne sur le plateau. Après la première politique nationale de formation professionnelle élaborée et validée en 2009, les experts du secteur de l'emploi et les partenaires sont en pleine analyse des chapitres et axes stratégiques de la nouvelle politique nationale de formation professionnelle qui couvrira la période 2026-2030. Ce document couvrant la période 2026-2030 s'inscrit dans la vision du Mali de construire un système de formation professionnelle inclusif, performant et innovant au service de la productivité et de la compétitivité des secteurs productifs. Il vise également à faire de la formation professionnelle un levier d'équité sociale, d'inclusion et de développement durable. La validation du document de la nouvelle politique nationale de formation professionnelle 2026-2030 est une des réponses aux nombreux défis du moment. L'initiative est appréciée par les partenaires techniques et financiers. Et c'est un grand plaisir pour nous, partenaires techniques et financiers, de pouvoir prendre part à cette étape extrêmement importante qui, nous espérons, sera une étape clé pour la définition d'une vision pertinente, d'une vision moderne, mais surtout une vision inclusive. Sa mise en œuvre, si elle est conduite avec rigueur et constance, augure de belles perspectives pour le développement du sous-secteur et de la formation professionnelle à l'horizon 2030. Elle comporte des avantages multiples. L'élargissement, par exemple, de l'accès à la formation, le développement d'infrastructures adaptées, une meilleure adéquation formation-emploi, la diversification de l'offre de formation, le renforcement des capacités des acteurs, la promotion du genre et l'amélioration durable de la productivité nationale. Cette nouvelle politique cadre parfaitement sur le plan politico-institutionnel avec la vision Malikura Nyeta Strakaben Sambafla Anibi Orni Sabama et avec la stratégie nationale de l'émergence et du développement durable 2024-2033. Monsieur Maïga, alors on vient de suivre le reportage. Alors maintenant le plan d'action certainement chiffré, c'est certainement chiffré. Est-ce qu'on peut savoir le montant qui est prévu pour ce plan d'action 2026-2030? Effectivement, le plan d'action est chiffré à 224 milliards 706 millions 500 000 francs CFA sur 5 ans. 224 milliards. Oui. Et 706 millions 500 000 francs CFA. Et où est-ce que vous allez trouver cet argent? Bon, nous pouvons dire que la clé de répartition est déjà faite. Il y a d'abord principalement l'État, dans le cadre même de la souveraineté du pays. Ensuite, il y a les collectivités territoriales qui sont aussi partie prenante du sous-secteur de la formation professionnelle. Il y a le partenariat public-privé. Il y a la diaspora aussi qui est une frange très importante pour le financement de la formation professionnelle. Et ensuite, les partenaires techniques et financiers. Si je parle de l'État, c'est le lieu pour moi, franchement, de remercier l'engagement personnel
de Madame le ministre Oumou Salsek à mettre les réformes édictées par les plus hautes autorités en œuvre, et elle s'est battue pour avoir un financement de plus de 70 milliards déjà pour ce plan d'action qui n'est pas encore adopté par le gouvernement. Un financement qui est déjà acquis. Un financement qui est déjà acquis par le président de la transition à travers la construction et la rénovation des centres de formation professionnelle. Quand on prend le centre de formation professionnelle de Mopti, par exemple, c'est à coût de 20 milliards, un centre ultra moderne. Quand on prend la réhabilitation et l'extension des centres de Markala, de Sikassou, de Yangassou, Kimparana, Djoila, Fana, Yamfolila et Badougou Djoliba, ça fait à peu près 50 milliards. On est déjà à 70 milliards. 70 milliards, ça c'est bien. Et ça, c'est à déduire, tout ça, ça fait partie. Bien sûr, ça fait partie du plan d'action. Bien sûr. Oui, pour les 5 ans à venir. Donc, concrètement, parce que je voulais vous poser la question sur les infrastructures, si vous avez des infrastructures vraiment adaptées, et je vois qu'il y a la mise en place de certaines infrastructures, la modernisation de certaines infrastructures, vous estimez que ça va soulager, vraiment, ça va vous soulager beaucoup dans le domaine de la formation professionnelle? Bon, on a beaucoup d'infrastructures, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Compte tenu du fait que le territoire est très vaste, les centres publics de formation professionnelle, pour le moment, se limitent à Mopti. Donc, il y a les autres régions telles que Bandiagara, Douanza, Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka. Je dis Taoudéni aussi, je crois, qui ont vraiment besoin de centres publics de formation professionnelle, sans compter les régions comme Kita et Nara et autres. Monsieur Kita, comment vous voyez cette idée même de politique nationale de formation professionnelle? Je sais qu'au niveau des banques, établissements financiers, vous avez aussi besoin de certaines catégories de cadres que vous voulez faire former par certainement les structures publiques. Exactement. C'est pendant que monsieur Maïga parlait, j'étais très intéressé. Je le regardais avec beaucoup d'intérêt et je réfléchissais à moi en me disant qu'est-ce que nous les banquiers nous gagnons dans cela? Est-ce que nous pouvons nous adresser à monsieur Maïga pour la formation professionnelle et faire profiter nos employés de ces connaissances, et quelle va être la stratégie que vous mettrez en place pour pouvoir collaborer avec les banques, parce que c'est quelque chose de très important. Vous savez, avec l'évolution au niveau de la banque, ça va très vite, la technologie, ça va très vite, et on a souvent besoin de faire des mises à jour. Et ces mises à jour-là, on aura besoin de structures de ce genre pour nous donner des coups de main. Vous parlez de mises à jour, mais il y a aussi peut-être le fait que certains jeunes peuvent aussi être formés et venir directement sur le marché. Là, on parle aussi d'adéquation, formation, emploi. Peut-être que en plus de la mise à jour de vos agents, vous aurez aussi besoin de cadres qui sortent, ou en tout cas d'agents qui sortent carrément de ce centre de formation. Oui, si c'est des agents, surtout que ce soit des agents qui sont formés sur le territoire malien, qui connaissent bien les réalités du pays, ce serait qu'un plus pour les banques de pouvoir travailler avec des gens qui ont été formés sur place. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de très profitable. Alors, deux choses. D'abord, est-ce que vous faites aussi des formations de mise à jour, par exemple, des cadres ou des agents qui travaillent déjà? Oui. Il y a une de nos structures, l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANP, qui le fait avec les banques. Et je m'en vais sauter sur l'occasion pour dire qu'il y a déjà une collaboration entre les banques et notre département. Et je crois que dans le cadre du Salon international de l'entrepreneuriat AS, Madame le ministre avait déjà rencontré tous les banquiers, je vais dire leur association, pour leur expliquer les objectifs et voir dans quelle mesure ils pourront contribuer à la réussite de ces salons. Donc il y a déjà une collaboration qui existe, mais nous allons renforcer cette collaboration, cette fois-ci à travers la formation professionnelle des agents et employés de banque. Est-ce que dans le cadre de la formation professionnelle, il y a des filières qui pourraient intéresser directement les banques? Oui, comme on est en train de le dire. Vous savez, les banques travaillent avec les entreprises. Le secteur industriel, au niveau des mines, au niveau de l'agroalimentaire, les énergies renouvelables. Donc toutes
ces filières pourront être développées et appuyées pour que les sortants de ces centres puissent renforcer le secteur privé et de surcroît les banques. Et quelles sont les filières les plus fréquentes, les filières qu'on rencontre le plus au niveau de vos centres de formation? Bon, aujourd'hui, avec la crise de l'énergie que nous connaissons, il y a vraiment les énergies renouvelables. D'accord. Installation et maintenance photovoltaïque. Au niveau des BTP, il y a ce qu'on appelle la plomberie, l'électricité, bâtiment naturellement, le domaine de la construction, quoi. Au niveau de la maçonnerie, au niveau des mines, il y a la conduite et la maintenance des engins lourds. Et également, il y a plein d'autres choses, quoi. Et généralement, ça c'est avec un niveau, quoi, niveau DF ou niveau bac? Bon, ça dépend. Par exemple, pour ce qui est de l'électricité, on ne forme pas pour former. On prend toujours le niveau CAP. D'accord. Pour l'électricité. Le CAP, c'est déjà 2 ans après le DF. Oui, parce que c'est tellement sensible, c'est tellement dangereux qu'il faut avoir vraiment des gens qui ont déjà un prérequis de base. Quand on prend la transformation agroalimentaire, on n'a pas besoin d'aller à l'école, par exemple. Même quand on prend la maçonnerie, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour le faire. Donc, ça dépend des filières de formation. Et M. Keita, ça pourrait vous intéresser aussi qu'il y ait des filières, je ne sais pas, soit en électronique, soit en comptabilité, qui pourraient aussi intéresser les banques. Oui, comme il a déjà signalé, et il travaille déjà avec l'AMPE, c'est ça, et l'AMPE s'occupe de former des jeunes et de les déverser au niveau des banques, c'est déjà quelque chose. Et ça, c'est un point que nous devons beaucoup plus faire valoir auprès de la formation professionnelle, afin que les banques puissent en bénéficier en permanence. Souvent, on a besoin d'employés, pas de tous les niveaux, mais à des niveaux intellectuels bien précis que l'AMPE peut former et renvoyer chez les banques. M. Maïga, concernant les filières, parce qu'on parle beaucoup maintenant de genre, est-ce qu'il y a des filières dans lesquelles les femmes ou les filles sont beaucoup plus présentes? Oui, de plus en plus. Sinon, traditionnellement, c'est surtout la transformation agroalimentaire, c'est coupe et couture, stylisme, c'est dans ce domaine que les filles sont formées. Mais présentement, que ce soit ici, au Mali, ou avec nos partenaires de l'extérieur qui nous donnent des bourses, de plus en plus, les filles sont formées dans les filières scientifiques. Telles que même la conduite d'engins lourds, oui, et génie civil, intelligence artificielle. Cette année, on a même sélectionné des filles qui vont être formées au Maroc en intelligence artificielle, par exemple. Génie civil, génie électrique. Et électricité, plomberie, les filles sont aussi... Oui, il y a même des formatrices en plomberie et en électricité. Il y a même des formatrices au niveau de nos centres. Je sais que vous êtes une direction nationale. Vous n'avez pas certainement tous les moyens de votre politique. Vous avez certainement des partenaires, surtout des partenaires nationaux. Je prends le cas par exemple du FAFPA. Vous collaborez beaucoup avec le FAFPA, qui est le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Oui, nous collaborons beaucoup avec le FAFPA. Nous sommes membres même du conseil d'administration du FAFPA. Mais je voudrais tout simplement préciser que, au-delà d'être une structure du département, c'est que quand vous prenez la mission de la direction nationale de la formation professionnelle, c'est d'élaborer les éléments de politique et également assurer le suivi et la coordination des organismes qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. Et le FAFPA est un organisme qui met en œuvre la politique, les éléments de politique de la formation. Vous élaborez la politique et le FAFPA met en œuvre une partie. Mais il y a l'INFORP aussi, Institut national d'ingénierie de la formation professionnelle, les centres de formation professionnelle qui mettent en œuvre. Parce que généralement, quand on entend fonds d'appui, donc on voit tout de suite, on dit que c'est vraiment une structure
qui est là, qui finance vos activités? Pas directement la direction, mais les partenaires de la direction tels que le secteur privé, par exemple. Le FAPA finance la formation continue au niveau du secteur privé. Et maintenant, une peut-être dernière question, peut-être ce plan d'action que vous avez élaboré 2026-2030, comment vous allez faire pour suivre l'application? Parce qu'au Mali, c'est souvent là où se trouve le problème. C'est-à-dire qu'il y a un comité technique de suivi qui est mis en place et chaque année qui doit faire un rapport est déposé au niveau de la tutelle et au bout de 2 ans et demi, il y aura l'évaluation à mi-parcours. À l'interne, c'est l'Observatoire national pour l'emploi de l'emploi et de la formation qui va faire, c'est cet observatoire qui va faire l'évaluation à mi-parcours. Et il y aura une évaluation indépendante cette fois-ci au bout des 5 ans de mise en œuvre. Donc c'est un bureau privé qui va le faire. D'accord. Et l'évaluation à mi-parcours, ça permettra peut-être de redresser ou de... Tout à fait, de redresser, de corriger, de recadrer, de voir ce qui n'a pas marché, évoluer. Et voir aussi où trouver l'argent. Enfin, bien sûr. Parce que ce que l'État prévoit de mettre dans la cagnotte n'est pas... Non, ça c'est seulement une partie. Une partie. Ça c'est seulement une partie. Moi, je pense que l'État va prendre en charge, avec les informations que nous avons, plus de 70% de ce plan d'action. Parce que l'engagement politique est là, en fait. Et maintenant, le reste, vous allez chercher avec... Oui, avec les collectivités, parce que c'est pour les collectivités que nous travaillons aussi. La formation professionnelle est une compétence transférée aux collectivités. Donc, il faudrait que les collectivités aussi participent au financement et mettent dans leur PDSEC le budget, le financement de la formation professionnelle. Et le plan d'action que vous venez d'élaborer, sa mise en œuvre va commencer quand? Est-ce qu'il y a encore des étapes pour l'adoption, pour la mise en œuvre? Parce que c'est dans le plan de travail gouvernemental. Ça va passer en Conseil des ministres. Une fois adopté en 2026, on souhaite que ça passe avant le 31 décembre 2025. Et à partir de 2026, le 1er janvier 2026, nous commençons sa mise en œuvre. Merci beaucoup, Monsieur Maïga. Je rappelle que vous êtes directeur national de la formation professionnelle. Merci également à vous, Monsieur Keita, président du comité monétique national. Merci à vous qui nous avez suivis. C'est la fin de cette émission. Tout de suite, le journal de 13h avec Bemba Sibi. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir. aywa an ka ŋanaminɛŋanaw an ka cɛminɛcɛw anw mana fɛn fɛn fɔ aw ye ka fɛn fɛn kɛ aw ye o bɛɛ ka dɔgɔ aw la. Ceci est un appel de solidarité, un appel de confiance pour vous dire de serrer toujours les rangs. An bɛ faamaw kɔ, an b'u kɔ bi, an b'u kɔ sini, anw bɛ fɛn fɛn min na